terrorisme. Ils ont désigné l'Al-Qaïda comme ennemi public numéro un et ils ont, à partir de là, commencé à mettre une sorte de stratégie de guerre contre les djihadistes de l'Al-Qaïda. Maintenant, et cette lutte ou cette stratégie de guerre continue jusqu'à maintenant parce que l'Al-Qaïda existe encore malgré la mort de Ben Laden en 2012 et l'élimination d'un certain nombre de membres historiques agissant de l'Al-Qaïda, sauf les quelques symboles qui n'ont pas participé à l'organisation ou à la mise en place d'attentats contre les intérêts américains. Il y en a quelques-uns qui restent encore non ciblés par les Américains, comme Abu Mohamed al-Maqdisi, ou Abu Qatada al-Falastini, ou Abu Maria al-Mauritani. Ces gens-là, les Américains considèrent qu'ils ne sont pas coupables directement de quoi que ce soit contre les Américains. Voilà, c'est pour ça qu'ils sont encore en vie, c'est pour ça. Il y a un autre sur lequel il y a un point d'interrogation, Abu Mus'ab al-Souri. Ce personnage, il a été à un moment, début des années 2000, emprisonné en Syrie, mais on dit qu'après la révolution syrienne, il est sorti de prison et on n'a pas vraiment de lisibilité sur sa présence. On considère qu'il est actuellement le commandeur ou le commandant réel de Jabhat al-Nusra, mais cela reste toujours à vérifier. On n'a pas comment dirais-je, de certitude que Abu Mus'ab al-Souri est là à mettre en place les stratégies que je vous ai dit par rapport à la lutte contre le régime de Bachar al-Assad. Donc on revient là à l'Al-Qaïda. Après 2001, il y a eu toute une série d'attentats, Londres, Madrid, après il y a eu Jakarta, après il y a eu d'autres incidents aux États-Unis sur quelques points précis, mais depuis 2001, le tissu du djihadisme dans le monde, il s'est étendu, il s'est agrandi, et la sphère de cette mouvance djihadiste, elle s'est un tout petit peu éparpillée dans le monde entier. Et ceux qui font de l'enseignement savent que les djihadistes n'ont pas besoin d'avoir une organisation structurée avec un lien pyramidal ou hiérarchique ou une coordination organique qui fait qu'on reçoit des ordres, on applique. Non. L'Al-Qaïda, c'est une pensée de lutte qui en réalise celui ou celle qui soit convaincu de ses principes et qui adhère au projet djihadiste peut, là où il est, s'organiser et organiser des actions et se déclarer en allégeance ou sous le commandement de Al-Qaïda. Bon, ça c'est un nouveau mode de fonctionnement. C'est vrai qu'il est déstabilisant pour les renseignements. Il est très très imprévisible et il est très très difficile à déterminer comme mode de fonctionnement, mais ça aussi, ça fait partie des spécificités de ce genre de mouvement. Maintenant, il faut ne pas perdre de vue que cette description ne nous donne pas les éléments pour comprendre pourquoi on est arrivé là, pourquoi les djihadistes prennent les armes contre leur gouvernement, contre les États-Unis, contre l'Occident, contre ces puissances qu'ils considèrent impies, ennemis, hostiles, etc., etc. Donc il y a des raisons et des questions qui sont intérieures, c'est-à-dire qui sont dans la mouvance même, avec leur corpus idéologique, avec l'interprétation qu'ils ont de la religion, avec l'histoire compliquée de leur présence socio-économique et politique dans leur pays.
Ça explique une partie de cette histoire. Il y a les éléments qu'on appelle exogènes, qui sont de l'extérieur de ces mouvances-là et qui leur donnent un tout petit peu de justification. C'est la politique occidentale, totalement hostile au monde musulman, l'appui inconditionnel que fait l'Amérique à l'État sioniste israélien qui, on l'a vu à plusieurs reprises depuis 2002-2006, après là de 2012, le comportement de cet État qui est un comportement totalement inacceptable, inhumain et qui ne justifie pas la disproportion de réponse que fait Tsahal à la population fragile, faible des Palestiniens qui n'ont aucun moyen de répondre réciproquement pour un tout petit peu avoir ou parler comme le font les médias occidentaux de guerre, alors qu'il ne s'agit pas de guerre, il s'agit d'une extermination d'une puissance coloniale impérialiste à une sorte de peuplade de gens qui sont totalement démunis, qui n'ont aucune puissance de réponse à la hauteur de ceux qui l'écrasent par des missiles, par des bombardiers, par toutes sortes d'armes modernes qui les mettent totalement en disproportion en termes de réciprocité et d'équilibre. Donc les Palestiniens, comme c'est une population qui lutte pour reconquérir leur territoire, pour avoir un État et pour retrouver les terres qui lui ont été volées et spoliées par les Israéliens, toutes les lois du monde et toutes les lois humaines les autorisent à militer, à lutter et à entreprendre par tout moyen pour se défendre et pour acquérir leur droit à vivre dignement sur leur terre. Israël, puisqu'elle jouit de cette puissance disproportionnée et l'appui des Américains, fait ce qu'elle veut et c'est une manière arrogante, humiliante et inhumaine qui est tous les jours diffusée, propagée, et qu'il n'y a pas un musulman dans le monde qui ne voit pas cet état de fait d'un regard totalement frustrant. C'est-à-dire, je ne dis pas que cette question, elle est la seule qui explique ce comportement djihadiste, non. Mais comme je vous ai dit, elle fait partie des questions centrales dans cette affaire. Le non-règlement de la question palestinienne, il est en lui-même une justification pour toutes ces entreprises-là. Les sionistes, on connaît leur discours, et ils disent que ça n'a rien à voir, etc. Et ils minimisent, et bon, ça n'a aucune espèce d'importance. Pour eux, c'est de bonne guerre, hein. C'est normal que le vainqueur est toujours en train tout petit peu d'apaiser les choses et de marquer de points et de garder les apports et les équilibres en sa faveur. Mais la réalité est que cette affaire qui n'est pas réglée représente malheureusement une bonne partie de la justification du discours djihadiste et qui attire beaucoup de jeunes, beaucoup de musulmans adhèrent à la cause du djihad à cause de cette affaire-là. Ça, c'est une question, celui qui ne met pas, et qui ne comprend pas ça, il n'a rien compris à l'affaire du djihadisme. C'est une question, comme je dis, c'est un coup porté au cœur des musulmans, et cette affaire, elle doit être réglée coûte que coûte pour enlever une partie de cette question et la résoudre. L'autre question, elle est dans le fait que les gouvernements dans le monde musulman, ils sont pour la plupart des vassaux, des suppôts, des serviteurs, des chiens de garde des intérêts américains et occidentaux. Et à partir de là, si on veut être un tout petit peu objectif et si on veut donner un sens à cette analyse, il faut reconnaître que ces gouvernements sont des gouvernements qui ont toujours fonctionné par des méthodes coercitives
sécuritaire, il n'y a pas de liberté, il n'y a pas de démocratie, il n'y a pas d'espace d'épanouissement. Ce sont des populations, bien qu'ils ils jouissent sur le plan naturel de gisements et de fortune et de richesses énormes, les populations sont paupérisées, traitées comme des moins que rien, aucune considération, la citoyenneté n'est pas reconnue, leurs droits ne sont pas préservés, leur niveau de vie n'est pas satisfaisant, l'éducation n'est pas une réussite, ils sont tributaires de l'extérieur, ils dépendent de cette sorte de dépendance à l'Occident et à l'extérieur, ils se fournissent en tout et de tout de l'extérieur et c'est une véritable catastrophe. Cette catastrophe, bien sûr, les responsables de cette catastrophe, c'est l'expérience nationaliste et socialiste des années 60, 70, 80 et l'avènement ou l'arrivée de la solution islamiste n'est pas en elle-même de bon augure et elle ne va pas résoudre ni représenter une alternative crédible pour ces populations et ces communautés. Et je dis ça pour un tout petit peu expliquer pourquoi l'islam politique, sa branche armée, utilise ce moyen de pression pour essayer un tout petit peu de galvaniser les foules et les mettre en marche contre leur propre gouvernement et les déstabiliser pour, dans l'arrière-plan, une stratégie de conquête et la proclamation ou la création de ce qu'on appelle la khilafa. Donc c'est assez compliqué, mais c'est compréhensible. Maintenant, je ne veux pas aborder les différences qu'il y a entre Al-Qaïda historique et Daesh, qui est une création locale en Irak et en Syrie, qui a été créée ou proclamée à partir de février-mars 2012. Il faut revenir plus en détail, et je vais le faire dans une autre vidéo. Mais pour revenir à la Qaïda, elle reste toujours présente un peu partout dans le monde. Elle a des relais, elle a une technique un tout petit peu de propagande qui se base sur la question palestinienne, la question de la domination occidentale du monde arabo-musulman et la traîtrise ou le comportement indigne des gouvernements arabo-musulmans par rapport à leur population et par rapport à leur politique générale dans la région. Donc ces trois éléments-là, il faut les prendre en compte pour comprendre toute cette sympathie que peut avoir beaucoup de jeunes et beaucoup de musulmans par rapport à ce genre de mouvement. Maintenant, il ne faut pas oublier aussi que il y a une deuxième et une troisième génération de djihadistes et en Occident, on commence à voir ou à comprendre depuis quelques années qu'il y a des jeunes convertis ou d'origine historiquement musulmane rejoignent ces mouvances et essayent d'apporter un tout petit peu leur concours par des participations au djihad qui est en Syrie et en Irak pour le moment. Je dois faire une vidéo spécialement pour la question du djihad en Occident, en France et en Europe. C'est un peu particulier, il faut le traiter d'une manière très très locale. Mais pour comprendre cette question, il faut voir et avoir la connaissance un tout petit peu dans le détail de la technique de recrutement des djihadistes
qui est basé sur des documentaires, sur des discours, sur des khutbahs, sur des textes, sur des expériences, sur des relais de témoignages, sur un certain nombre d'éléments qui sont mis en avant, qui concernent, comme je vous ai dit, les trois grands domaines: la question palestinienne, la question de la domination occidentale du monde arabo-musulman et la question de la trahison et le comportement indigne des gouvernements par rapport à leur population. Donc c'est sur ces trois pôles que se base la propagande djihadiste pour un tout petit peu avoir des sympathisants, après les gens qui adhèrent à ce projet et qui finissent un tout petit peu par rentrer dans la mouvance. Maintenant, les techniques qui consistent aussi à convaincre ces jeunes et toute cette mouvance comment dirais-je, de la légitimation de donner sa vie pour cette cause, ça c'est un peu plus pernicieux, un peu plus religieux, un peu plus spirituel, et on va revenir dans le détail dans une autre vidéo pour essayer de comprendre pourquoi un jeune qui a 18, 19, 20 ans quitte son milieu, quitte sa vie habituelle, quitte ses occupations et part dans le but de donner sa vie pour cette cause. Donc là, il y a une longue interrogation et je ne veux pas dire qu'il y a une seule raison à cela. Les raisons sont très multiples, les motivations sont très multiples, mais les techniques et les objectifs sont les mêmes. C'est-à-dire que ces jeunes gens, ils sont mis dans une sorte de dynamique d'espoir. Cet espoir, malheureusement, il passe par une phase mortifère, par une sorte de violence exacerbée, mais c'est une violence que celui qui l'exerce pense que c'est une violence pour le salut, pour la libération, pour la gloire de Dieu. C'est, à mon sens, quelque chose de fallacieux, de fondamentalement stupide et non fondé, mais pour cela, il faut revoir d'abord les assises et les fondements de ce genre de comportement, et il faut réellement faire un travail de déconstruction de toute cette propagande pour comprendre sur quoi elle se base, quels sont ses points forts, quels sont ses points faibles, pourquoi elle peut, comment dirais-je, porter un crédit à ses aspirations, comment ce discours djihadiste, il attire, il fait adhérer beaucoup de jeunes, pourquoi ce discours djihadiste, il arrive à faire basculer des vies entières d'une vie normale, habituelle, classique, à une vie totalement de militaire, un tout petit peu dans une posture de violence, de meurtre, d'exécution, des situations humainement insupportables. Tout cela, on ne peut pas le comprendre si on ne revient pas à définir d'une manière bien précise ces mécanismes, les motivations, les points forts, les points faibles. Après, il faut revoir les fondements idéologiques et théologiques, religieux qui sont derrière. Il y a des questions sur lesquelles il ne faut pas avoir de doute. Est-ce que le djihadisme est une question qui trouve son origine dans l'islam? La réponse, c'est oui. C'est clair, c'est net. C'est pas une interprétation de l'islam où c'est faux. C'est une origine historique dans une branche particulière islamique qui représente une profondeur de 12, 13, 14 siècles d'existence, et elle a une forme de légitimité d'interprétation et une légitimité d'exercice. Si l'on souhaite résoudre d'une manière radicale, fondamentale, cette question du djihadisme, il faut que les musulmans
qui sont des savants, des exégètes, des connaisseurs des imams de l'islam, s'attellent à pointer cette maladie, à désigner, à faire le bon diagnostic et à mettre hors d'état de nuire toute cette mouvance et toute cette école qui est totalement, et c'est une école criminogène, c'est une école dangereuse pour l'islam et elle tue beaucoup plus de musulmans que de non-musulmans. Et je vais revenir, moi je considère, et honnêtement je le dis clairement, que c'est l'école wahhabiste, c'est l'école hanbalite, c'est l'école de Ibn Taymiyyah qui est à l'origine de tous les malheurs ou de l'ensemble des malheurs djihadistes actuels. Mais ça, il faut en revenir dans le détail pour avoir une idée beaucoup plus claire et pour un tout petit peu clarifier les choses par A plus B, comme on dit, dans le détail. Maintenant, on va s'arrêter là, et puis à un autre moment, on va aborder la question des différences entre les djihadistes eux-mêmes et leur assise idéologique et leur fondement théologique et religieux, et les différences qu'il y a entre Daesh, Al-Qaïda, et puis les techniques qu'ils opèrent et les méthodes qu'ils emploient. Merci.